Bonjour à toutes et à tous, il est 10h30, l'heure de nous retrouver pour cette rencontre sur les armes absolues dans la science-fiction. Un bon sujet pour un vendredi matin, 1er novembre. Merci d'être avec nous. Nous sommes pour cette rencontre en présence de 3 invités que je vais brièvement vous présenter et qu'on découvrira beaucoup plus et beaucoup mieux au fil de la discussion. Je commencerai avec Margot de Seine qui est ici tout au bout. Pour vous présenter, vous me corrigerez les uns et les autres, les unes et les autres si je me trompe, mais vous êtes podcasteuse, entrepreneuse et autrice. Voilà, pour faire un peu un profil. Et en tout cas, récemment, on vous a découvert avec cette trilogie absolue qui cartonne, je crois, pouvoir dire, dans lequel on va découvrir des armes, justement, dont la chose, dont des jeunes soldats, dont on pourra un petit peu parler. Ces 3 tomes, c'est les mobiliser, les effacer et les éveiller. Voilà, qui vont nous appuyer notre discussion. Et puis à côté de vous, Dominique Mongin, qui est historien, expert associé au Centre interdisciplinaire sur les enjeux stratégiques. Vous enseignez l'histoire de la dissuasion nucléaire. Vous vous intéressez aussi à la science-fiction, puisque dans votre ouvrage « Histoire de la dissuasion nucléaire depuis la Seconde Guerre mondiale », vous en parlez aussi un petit peu, il me semble. Et puis à côté de moi, Laurent Genefort. Alors vous êtes un créateur de monde, on peut dire, je pense, auteur de nombreux livres, plusieurs qui peuvent nous intéresser et faire écho avec cette discussion. Mais bon, on commande pas penser au cycle d'Aumale, un petit peu à OPEX, moi je trouve aussi quand même si vous nous direz que peut-être ça ne colle pas pour vous, au temps ultramoderne, à la Cavorite, au Cavorium, et puis plus récemment la Croisière Bleue, où vous avez repris aussi cet univers que vous avez décliné de nombreuses manières avec des articles de presse et tout un monde qui apparaissent sous nos yeux. Alors l'intitulé, je vous le rappelle, vous l'avez tous sous les yeux quand même, mais brièvement, à l'image de l'étoile de la mort dans Star Wars, des auteuristes de science-fiction se passionnent pour les armes de destruction absolue créées par, pour et contre l'être humain. Ces dernières constituent un enjeu de domination ou de libération. Comment une si petite chose, alors je ne sais pas si c'est petit, l'étoile noire par exemple, l'étoile de la mort, je crois qu'elle est grosse, à écouter les leçons de Roland Lehoucq, peut-elle créer autant de dégâts? Comment le concept d'une arme toute puissante redéfinit les notions de guerre et de paix, et sous quelles conditions? Et vu qu'on parle d'armes absolues, l'emploi du mot est quand même assez important. J'aimerais qu'on commence peut-être un peu par se demander ce que ça recouvre, ces armes et cette notion d'absolu même, puisque il y a toute une gamme d'armes qu'on peut utiliser, mais là on est vraiment dans du qui envoie, si je peux dire. Alors je ne sais pas qui veut commencer, peut-être par vous. Qu'est-ce que ça représente pour vous une arme absolue? À quoi ça peut faire écho dans notre monde réel ou imaginaire? Je me lance. Alors l'arme absolue, c'est un problème dans la science-fiction, je trouve, parce que à partir du moment où c'est absolu, c'est censé tout détruire. Et donc, en principe, il n'y a ni perdant ni gagnant, puisque tout est détruit. Donc, en soi, il y a une forme d'asymptote dans cette notion d'arme absolue, qui fait que la science-fiction, quand elle l'a traitée, bizarrement, elle a déjà, il y a beaucoup de récits où il y a des survivants. Donc, elle n'est pas si absolue que ça, souvent. Il reste quelques survivants. Donc dans les années 30, dans les pulps, on a déjà des armes absolues qui rasent des planètes entières, mais il y a quand même des survivants qui vont recommencer le cycle de la vie humaine. Et sinon, il y a surtout une fois qu'elle va être expérimentée, donc juste après la Deuxième Guerre mondiale, là pour le coup, va y avoir des récits de destruction absolue avec la destruction complète de peuples. Et dès 46, il y a Et la planète Sota de B.R. Bruce, qui est pour moi le premier récit vraiment, la première histoire d'arme absolue qui fonctionne vraiment. Et alors évidemment, c'était une métaphore de la bombe d'Hiroshima où B.R. Bruce a écrit le bouquin juste après. Et là, on a une sorte de boîte noire qui est récupérée par un astronome et qui est un bolide qui tombe du ciel. Et dedans, il y a les mémoires d'une planète qui a été détruite par un feu nucléaire. Alors, il n'appelle pas ça comme ça, mais qui a formé l'anneau d'astéroïdes entre la Terre et Mars. Voilà. Ou Mars et Jupiter, je ne sais plus. Dominique ou Margot, ce serait...
Alors pour moi, l'arme absolue, là, vu en tant qu'historien, l'arme absolue, ça fait référence à une arme contre laquelle il n'y a pas de parade. C'est une arme surpuissante et on peut la dater juste après Hiroshima et Nagasaki. Hiroshima et Nagasaki, c'est l'arme nucléaire, donc c'est une arme à l'origine qui est vue comme une super arme conventionnelle, et à tel point que le terme d'arme de destruction massive, en fait, il date de janvier 1946. C'est la première résolution de l'Assemblée générale des Nations unies qui parle des armes de destruction massive, en faisant référence précisément à Hiroshima et Nagasaki. Et cette même année, 1946, on a un auteur, un universitaire américain qui s'appelle Bernard Brodie, qui publie un ouvrage qui s'appelle The Absolute Weapon, l'arme absolue, qui est précisément, c'est le premier théoricien en fait de la dissuasion nucléaire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que face à une arme dite absolue contre laquelle il n'y a pas de parade, donc contre un État agresseur, il va falloir trouver une parade, et cette parade, ça va être la dissuasion, en l'occurrence la dissuasion nucléaire. Margot, ça vous fait écho? Un petit peu. Pour le coup, en plus, ma saga s'appelle Absolue. La chose, son vrai nom, c'est Arma Massa Interitum, donc arme de destruction massive. Donc on est plutôt dans le thème. Et dans mon cas, je suis d'accord avec Laurent, c'est que pour écrire une histoire, on est obligé de faire en sorte que l'arme ne soit pas si absolue que ça. Si on veut qu'il y ait une histoire, qu'il y ait des personnages, donc ou alors on ne montre pas toutes ses capacités, on ne la pousse pas à bout, ou alors l'arme absolue n'est censée ne pas être utilisée. Elle est censée rester un concept, un effet de dissuasion, justement, dire ça existe, et le but c'est de ne jamais arriver à l'utiliser, parce qu'on aura trouvé d'autres options de guerre, parce que effectivement l'utiliser, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à sauver derrière. Donc c'est hyper intéressant à étudier quand on écrit de la fiction, parce que justement tout le but c'est d'en avoir suffisamment peur pour qu'on sache que c'est concret, et en faisant tout pour ne jamais avoir à l'utiliser. Est-ce que tout ça est concomitant de la technologie finalement, parce que si on revient en arrière, parler d'arme absolue ne peut pas se concevoir à d'autres époques que celle qui est l'apparition du nucléaire, et qu'avant l'arme absolue, l'idée d'une destruction totale n'est pas envisageable. C'est ça qui nous amène à penser à tout exterminer. Non, moi je suis pas d'accord. C'est dès l'Antiquité, il y a des cités qui sont rasées, tout le monde est passé au fil de l'épée. On répand du sel pour que même les animaux sont tués. On répand du sel pour qu'il n'y ait plus un seul végétal. La notion d'extermination de son prochain et de la cité d'à côté, ou du peuple ou de la tribu, c'est aussi vieux que l'humanité. Donc la notion de détruire entièrement l'ennemi, elle est présente depuis le début en fait. Donc la SF, elle a rien inventé, et la chose militaire a rien inventé. Elle s'est donné les moyens techniques après de le faire, mais elle a rien inventé en réalité. Alors comment elle a imprégné finalement très vite tout l'univers de la science-fiction? À quel moment ça a commencé à apparaître, et comment ça s'est manifesté? Quels sont les premiers signes qu'on voit de ces armes? En fait, depuis que la SF existe, même la proto-SF existe, on a déjà Jules Verne avec Face au drapeau, et puis les 500 millions de l'abbé Gomme. On a Face au drapeau, il y a le fulgurateur qui est une espèce de missile super puissant, et puis les énormes canons de 500 millions de l'abbé Gomme qui sont capables de raser des villes entières. Donc c'est un vieux, c'est dès le début on a ce trope là, on a ce motif de l'arme surpuissante. Bon, en tout cas, après que ça devienne absolu, là il va falloir attendre vraiment les années, les pulps américains, je dirais. C'est vraiment les années 20, les années 30, et là on a des armes qui sont capables, alors dans le space opéra primitif, vraiment celui de Doc Smith, etc., on a des armes capables de faire exploser des soleils, de faire éclater des planètes, et la Death Star de Star Wars, c'est une récupération d'un trope qui datait déjà d'un demi-siècle presque. Donc on a déjà l'arme absolue, elle a fait son chemin en fait dans la SF, en accompagnant, j'allais dire, l'ampleur des découvertes scientifiques, et puis l'ampleur de quand on a commencé à découvrir l'ampleur du cosmos, les armes ont suivi en magnitude en fait. Je trouve intéressant effectivement la référence à Jules Verne. Jules Verne a publié également un autre roman en 1909 qui s'appelle Le Maître du Monde.
Et donc, quand on parle d'arme absolue, effectivement, faire aussi ce lien avec quelqu'un qui cherche en fait à conquérir le monde et à le maîtriser. Et simplement, effectivement, il ne parle pas à l'époque d'arme absolue. Par contre, quelques années plus tard, c'est un auteur britannique, H.G. Wells, La guerre des mondes, hein, qui dans son ouvrage, un autre ouvrage qui s'appelle The World Set Free, qui a été traduit en français sous le titre La guerre libératrice, qui est publié en 1914, juste avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, dans laquelle il utilise déjà, pour la première fois, le terme de bombe atomique. C'est-à-dire qu'il a anticipé l'apparition de l'arme atomique bien avant son apparition dans la réalité. Et dans son ouvrage, il anticipe même la découverte de la radioactivité artificielle en 1930, au début des années 1930. Dans la réalité, c'est un Français, le scientifique Frédéric Joliot, qui va découvrir avec son épouse Irène Curie le principe de la radioactivité artificielle en 1934, donc juste après. Et dans ce même ouvrage, H.G. Wells, il anticipe l'utilisation de l'arme atomique en 1956. Donc, comme vous le savez, évidemment, ça a été avant. Donc voilà, c'est intéressant de voir ce lien entre fiction, réalité, et dans un certain cas, effectivement, la fiction anticipe, et peut-être qu'on pourra revenir sur la bande dessinée, sur ce rôle anticipatrice. Et ça, c'est seulement si on considère que l'arme absolue est une arme technologique. Puisqu'après, on a aussi Frankenstein de Mary Shelley, qui construit une arme humaine du fait du transhumanisme, qui peut aussi peut-être être vue comme une arme absolue ou comme, en tout cas, une évolution de l'humanité vers quelque chose de plus dangereux. Et à quoi ça sert finalement, et qu'est-ce que ça dit d'imaginer, parce que imaginer l'extermination, c'est une chose, et les moyens sont pas les mêmes, mais quand on commence à penser ces armes, à concevoir tout ça, à quoi ça sert, parce on a donné différents éléments, est-ce qu'il y en a certains qu'on n'a pas oubliés, et qu'est-ce que ça dit aussi pour vous? En fait, on en revient à de la stratégie finalement. Ce que ça dit, c'est que c'est une chose militaire, c'est une arme, donc au service du politique, mais ça fait partie d'un arsenal. Et comme tout arsenal, il s'inscrit dans une stratégie. C'est-à-dire qu'on l'utilise dans certains cas, on ne l'utilise pas dans d'autres. Et la SF, elle a exploré un peu les trois aspects de stratégie des armes absolues ou des armes surpuissantes, qui sont des armes détenues par des États, légitimes et utilisant une stratégie, en l'occurrence de ne pas l'utiliser d'ailleurs. Un autre détenteur qui peut être, j'allais dire, la figure, comme l'ancêtre maître du monde justement, qui est le savant fou, la figure du savant fou, mais qui est finalement la figure de quelqu'un qui est capable d'utiliser une arme surpuissante pour lui-même, pour un intérêt privé en fait, et qui se fiche des conséquences, en gros. Et ça a été, c'est tout un pan de la science-fiction la plus populaire, je dirais, et ça va jusqu'à James Bond d'ailleurs. Ça va vraiment, ça a été décliné, y compris dans le thriller technologique. Et puis la dernière chose, c'est finalement les armes absolues qui n'appartiennent plus à personne, qui ne sont plus utilisées et qui ont soit acquis une certaine autonomie, soit ce sont juste des reliquats de guerres anciennes. Et là, par exemple, il y a la série des Berserkers de Fred Saberhagen, qui est une série des années 70. Il y a eu pas mal de livres, ou années 60, je sais plus quand ça a commencé. Et là, c'est une œuvre, des sortes d'armes de destruction massive qui ont survécu, ces armes-là qui sont des armes intelligentes, ont survécu à la destruction mutuelle de leurs créateurs, et elles continuent en fait leur œuvre de destruction qui est de leur programmation qui est de détruire toute vie dans l'univers. Et donc l'humanité va être mise en contact avec ces armes-là, en fait. Un peu comme le Borg dans la série Star Trek qui absorbe tout. Là, c'est une arme qui détruit tout sur son passage, en fait. Voilà. Juste pour répondre à ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai utilisé dans l'absolu aussi. C'est que c'est un monstre qui est là depuis 20 ans dans une ville. Plus personne ne l'anime, plus personne ne fait quoi que ce soit. Mais on ne sait même plus le désactiver et il continue son œuvre de tout détruire. Bien inconsciemment, puisque lui, il a été programmé pour ça, vu que c'est une arme à la base. Et c'est ça qui est intéressant, c'est aussi ça place la question de l'éthique. Est-ce que cette arme, elle est toujours est responsable de ce qu'elle fait, ou est-ce qu'elle est également victime de sa propre programmation ?
Et donc c'est intéressant de voir que parfois les armes absolues, quand elles prennent conscience, est-ce qu'elles peuvent être jugées comme on jugerait des êtres humains, ou est-ce qu'on doit juger simplement leur créateur? Oui, d'ailleurs dans Dark Star, dans le premier film de John Carpenter, qui était un film d'étudiant mais qu'il a boosté pour le sortir en salle, il avait repris dans son film une idée d'une nouvelle très antérieure de l'âge d'or où une arme acquiert la conscience, l'IA qui est dans l'arme acquiert une conscience et elle décide en fait de ne pas exploser, ce qui est très embêtant pour les très embêtant pour les concepteurs et surtout quand on a décidé de le faire. Oui, quand on parlait de stratégie militaire, effectivement, je crois que c'est important de revenir aussi à ça. Et quand on voit un peu dans l'histoire militaire en général, l'histoire des armements, on voit qu'en règle générale, la technologie précède la mise en place d'une stratégie. Et en l'occurrence, dans le domaine de l'arme nucléaire, ça a été le cas. L'arme nucléaire a été d'abord employée comme une super arme conventionnelle. Et la stratégie de dissuasion, en fait, aux États-Unis, va apparaître pas avant la fin des années 1940, au début 1950, au tournant des années 40-50. Donc ça, dans un premier temps, l'arme a été utilisée. Et ensuite, ça va devenir ce qu'on appelle une arme de non-emploi. C'est-à-dire qui n'est pas destinée à être employée, mais par contre à dissuader. Et dissuader, c'est quoi? C'est inhiber le processus décisionnel d'un adversaire, faire en sorte qu'il ne va pas agir, le détourner d'agir grâce précisément en se basant sur le fait qu'on dispose d'une arme surpuissante. Et c'est ça, donc voilà, je pense que c'est intéressant de voir cette dialectique aussi, ce qu'on appelle la dialectique aussi du glaive et du bouclier, c'est-à-dire dans quelle mesure il y a une interaction entre la défense, le fait d'avoir une arme surpuissante et savoir comment on peut se protéger de cette arme. C'est-à-dire ce qu'on vend comme des armes pour la paix finalement, ou faire la guerre pour maintenir la paix, ce qui quelquefois nous plonge dans des quand même paradoxes qui sont là, enfin auxquels on peut pas échapper. On peut appeler ça un paradoxe. En l'occurrence, il y a aussi une réalité, c'est que tout au long de la guerre froide, si justement il n'y a pas eu de conflit ouvert entre l'Est et l'Ouest, c'est grâce aux armes nucléaires qui ont précisément dissuadé l'Union soviétique de passer à l'attaque. Et ça, on l'a vu notamment à travers plusieurs grandes crises nucléaires qui ont eu lieu tout au long de la guerre froide. Bon, la plus connue, c'est la crise de Cuba de 1962, mais il y en a d'autres crises nucléaires, en particulier la crise de Berlin 1958-1963, ou la crise des euromissiles, plus récente, 1979-1987. Et à chaque fois, c'est le fait précisément de disposer d'un armement nucléaire qui a inhibé le processus décisionnel du côté soviétique. En particulier, il faut avoir pour mémoire, il faut se rappeler qu'à l'époque de l'Union soviétique, les soviétiques avaient une supériorité dans le domaine conventionnel en Europe. Et c'est le fait que l'OTAN en particulier, donc l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, dispose d'armes nucléaires, a précisément fait que les soviétiques ne sont pas passés à l'attaque. Et cette dissuasion, vous y croyez toujours ? Personnellement, j'y crois tout à fait. Et encore une fois, je viens de prendre cet exemple de la guerre froide, qui pour moi est très riche, parce que, enfin, sur le plan historique, parce que précisément, il n'y a pas eu de conflit ouvert entre l'Est et l'Ouest grâce à cette arme surpuissante. Et précisément ensuite, avec la fin de la guerre froide, certains, à mon avis, un peu trop vite, se sont dit la guerre est terminée, ce sera un monde de paix. Voilà. Pour moi, c'est le mythe des dividendes de la paix. Vous savez, dans les rapports entre États, il faut rester toujours très réaliste. Et malheureusement, il y a toujours des États ou des individus qui cherchent précisément à entrer en conflit avec d'autres. Et donc là, il faut avoir une arme surpuissante qui permet précisément d'anticiper une action néfaste d'un adversaire. Et en l'occurrence, aujourd'hui, la dissuasion nucléaire, c'est l'unique moyen précisément de préserver la paix. Justement, en fait, ça m'interroge, ça, parce que je trouve que ça a changé dernièrement. Et dans la fiction, on avait l'habitude finalement de mettre l'usage de l'arme atomique ne devenait problématique que quand elle tombait dans des mains infra-étatiques, donc des petites factions ou des savants fous. C'est-à-dire une personne ou un petit groupe qui a intérêt à semer le chaos, mais en gros la couche au-dessus, celle des États siégeant à l'ONU, etc., faisait que ça restait sous un seuil truc.
maintenant, quand même, ce qui se passe, ce qui fait que à la fois dans la stratégie assumée de dissuasion nucléaire, on est dans des guerres rationnelles. On est dans la rationalité, puisqu'on empêche. C'est un plan qui permet de conserver un niveau de conflictualité bas, ou en tout cas suffisamment bas pour pas mettre en péril les équilibres et la survie des populations. Là, avec qu'est-ce qui se passe quand un chef d'État peut avoir un comportement irrationnel ou jugé irrationnel, etc. Et là, on rentre dans une période qui peut interroger, c'est-à-dire, où ce type de dissuasion, on se dit, est-ce que c'est encore valide ce type de dissuasion qui a fonctionné pendant 60 ans? Est-ce qu'elle est encore aujourd'hui? Est-ce qu'on va pas vers des nouvelles doctrines, vers des nouvelles, est-ce qu'il va pas falloir adapter ça en fait? Là, vous pensez à la réalité? Oui. Bon. Là, on est en plein dedans, je crois. Oui. Bon, là encore, là, je réagis en tant qu'historien et en me basant sur les faits, sur la réalité. Pour moi, cette rationalité, elle existe toujours. Et encore une fois, quand vous êtes chef d'État, en général, vous avez quand même un minimum de rationalité. Et je pense que vous faites référence, je pense que ça, mais Russie et Corée du Nord. Oui, voilà, la Russie, Corée du Nord, voire la Chine également. Et dans le cas de la Russie, moi j'ai développé un peu un concept qui s'appelle la dissuasion nucléaire offensive que pratique le président Poutine. C'est quoi? C'est en fait une perversion de la doctrine de dissuasion qui et par définition est strictement défensive. Et pour les démocraties, c'est purement défensif. De toute façon, les démocraties n'ont pas vocation à agresser d'autres États. Enfin donc, cette perversion de la doctrine de dissuasion par le président Poutine fait qu'en fait, il utilise donc, il se base sur la dissuasion nucléaire de manière offensive, en fait, pour faire peur, en particulier à l'Occident, en lui disant, voyez, je vais utiliser mes armes surpuissantes. Mais à chaque fois, quelle a été la réponse de l'Occident, c'est de dire, mais en particulier, je fais référence ici à un ministre des Affaires étrangères français, qui très vite a répondu, mais je rappelle au président Poutine que l'Alliance Atlantique est une alliance nucléaire. Et voilà, très clairement, ce qu'il faut, c'est répondre, être ferme et montrer que le langage utilisé par Poutine, il a ses limites, c'est-à-dire qu'en face, on a un potentiel précisément de défense très important qui fait qu'il ne peut pas franchir le seuil. Il y a une ligne rouge qu'il ne peut pas franchir. Et donc pour moi, la rationalité, elle existe. Il y a ce qu'on appelle une grammaire de la dissuasion qui s'est élaborée tout au long de la guerre froide, qui est tout à fait valide aujourd'hui. Et voilà, maintenant, ce qui est important, c'est ça, c'est de répondre quand il y a des menaces, et ce qu'on appelle également aussi le dialogue dissuasif, c'est-à-dire parler. Et d'ailleurs, c'est l'étymologie même du terme de dissuasion, qui, je le rappelle, date du XIVe siècle, en France, qui vient du latin. Dissuadere, c'est en fait parler pour détourner quelqu'un d'agir, c'est-à-dire en fait inhiber son processus décisionnel, faire en sorte qu'il ne va pas passer à l'action. Mais dedans, il y a donc parler. Il faut parler avec l'adversaire. C'est ce qu'on appelle le dialogue dissuasif. Mais ça ne suffit pas parler. Il faut aussi montrer qu'on a un potentiel militaire très important qui sera utilisé si nécessaire. Voilà. Vous croyez à la rationalité? Moi, je crois tout à fait à la rationalité, et je pense que quand on est chef d'État, on a un minimum de rationalité. Vous savez, gouverner un État, il faut quand même de la rationalité, et qu'on soit un dictateur ou non. Enfin voilà, je pense que oui. On a parlé beaucoup finalement, on se rend compte que cette arme absolue, on en arrive vite au nucléaire. On a a priori pour l'instant, c'est l'absolu. C'est la plus puissante pour le moment. C'est la plus puissante, mais et c'est une arme alors de dissuasion, mais de destruction. Qu'est-ce que justement là-dedans la science-fiction peut faire d'autre dans cette idée d'arme, avec cette idée d'arme absolue, parce que une arme absolue pourrait être envisagée d'une autre manière que dans une perspective peut-être de destruction. Je pense au tout dernier roman de Olivier Paquet, L'Hoste Céleste, que je viens de lire. Je vous dis pas tout, mais enfin bon, c'est une bague quand même plutôt cette arme. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire de cette idée d'arme absolue? Le transhumanisme. Et il y a beaucoup d'œuvres de fiction, même contemporaines, qui l'utilisent. Une des plus connues aujourd'hui dans le monde, c'est L'Attaque des Titans. Clairement, c'est dire ok,
une arme peut être biologique et peut être pensante, être vivante et être parfois non rationnelle, puisque, bon, je vais pas spoiler du tout le manga, mais il y a des décisions non rationnelles qui sont prises parfois. Et qui c'est justement ça, c'est parce que c'est des armes humaines. En young adulte, il y en a plein pour le coup. Il y a, je pense, aux Chroniques lunaires. On est quand même sur une bataille entre les populations lunaires et la population terrestre, avec de la population lunaire qui essaye de créer des humanoïdes beaucoup plus forts, beaucoup plus violents pour conquérir la Terre. Ça, c'est des sortes d'armes absolues qui n'ont rien à voir avec le nucléaire et qui sont peut-être plus faciles à manier aussi en fiction parce qu'elles ne sont pas absolues, justement par le principe. Elles peuvent être détruites quand même et elles ont des failles, mais elles peuvent avoir un potentiel de destruction qui est massif quand même. Oui, Frank Herbert, l'auteur de Dune, avait fait un bouquin qui était génial, qui s'appelait La Mort Blanche, et qui est une arme absolue, puisque c'est une arme qui tue que les femmes. C'est un virus, ou enfin en tout cas une arme biologique, mais qui est extrêmement virulente et qui échappe à ses créateurs. Je crois que c'est un groupe, je crois que c'est l'IRA à l'époque, puisque c'était le bouquin date des années 70. C'est l'IRA qui met au point ça et qui veut cibler un groupe de population, mais ça lui échappe, ça mute et ça attaque. Et en fait, on assiste à la fin de l'humanité à cause de ça. Donc là, c'est une arme biologique typique, mais pas besoin de gros déploiements de force. C'est un truc qui va faire son boulot tout seul. Voilà. Mais là, sinon, la science-fiction, il faut faire confiance aux auteurs. Ils sont très inventifs pour ça. C'est, par exemple, alors moi, les trucs qui me font bien rigoler aussi, c'est quand on change une constante. Par exemple, une constante physique ou et qui se transforme en arme absolue. Par exemple, le fait de rendre les hommes aveugles. Donc ils vont perdre un sens et quand on perd la vue, on perd son statut d'espèce dominante. Ou par exemple, alors il y avait un truc aussi qui était assez définitif, on va dire. C'est une nouvelle de Jacques Spitz qui date des années 40, qui s'appelait le nez de Cléopâtre, et où il imagine en fait un savant qui, pour des raisons militaires d'ailleurs, c'est une arme, mais en gros c'est une molécule un peu qui évoque un peu un prion. Et qui est capable de twister d'autres molécules, de changer la forme d'autres molécules. Et en fait, cette molécule, elle va être capable de changer la forme de la molécule d'eau, qui va pouvoir geler à température ambiante. Et il lâche ça il y a une petite guerre locale, et il va lâcher ça dans l'idée en fait de geler un lac, juste pour geler un lac et emprisonner une flotte, la flotte qui mouillait là, voilà. Mais en réalité, c'est de l'eau, c'est partout. Et donc, en fait, c'est la fin de l'humanité, même de la vie sur Terre, puisque, évidemment, ça va se répandre absolument partout. Il n'y a pas de moyen, en réalité, de stopper la contamination de ça. Et à la fin, en fait, on a une boule de glace. Et c'est la fin non seulement de l'humanité, mais même de toute vie sur Terre. Et ça rappelle, je trouve, les débuts de l'arme nucléaire. On n'était quand même pas sûr, au moment où on a fait les premiers tests, que ça allait pas dégénérer et peut-être faire une réaction en chaîne qui dépasserait juste l'enceinte de la réaction uranium, de réaction en chaîne de l'uranium, il me semble, dans les tout premier test, quoi. C'était une crainte, mais justement le premier test a permis de montrer tout de suite que non, qu'effectivement ça permettait, on pouvait contenir les effets de l'arme en fonction de la puissance, de l'énergie de l'arme en question. Pour revenir à la fiction, et moi je me suis un peu intéressé, en tant qu'historien justement, en essayant de voir un peu confronter un peu la réalité avec la fiction, de voir dans quelle mesure la fiction peut anticiper sur la réalité. Je me suis donc intéressé notamment à la bande dessinée franco-belge, qui est une école en soi, l'école du très clair, qui est connue, qui a été mise en place après la Seconde Guerre mondiale, plus particulièrement. Et en particulier à partir de 1946, c'est ça qui m'intéressait, et en particulier avec les aventures de Black et Mortimer, et notamment Le Secret d'Espadon, qui commence à être publié dans le journal Tintin à partir de 1946 jusqu'à 1949. Le premier album, il sort en 1950. Ce qu'il faut savoir, c'est que Blake, c'est un agent de renseignement du MI5, et Mortimer, c'est un professeur de physique nucléaire.
Et donc c'est lui, Mortimer, qui va mettre au point l'espadon, qui est précisément, qui va être le moyen, un vecteur, qui va permettre de mettre un terme au conflit qui a été généré par un empire dit empire jaune, hein, dans le Black et Mortimer, c'est comme ça qu'il l'appelle, qui déclenche un conflit planétaire. Et c'est grâce précisément à ce vecteur de l'espadon, qui est à la fois un avion, un sous-marin, et qui permet de lancer également des missiles hyper véloces. Encore une fois, tout ça pour dire qu'il y a une anticipation à partir de 1940. Là, on est en 1946, 1949, à une époque où l'arme atomique a été délivrée uniquement par des bombardiers, par des avions bombardiers. Est-ce que imagine donc Edgar P. Jacob, l'auteur de Black et Mortimer, c'est précisément des missiles hyper véloces. Donc, c'est-à-dire des missiles qui vont à Mach 5, évidemment qui n'existent pas à l'époque. Même à l'époque, il n'existe pas de missiles intercontinentaux. Hein, et les missiles intercontinentaux, ils vont apparaître à partir de 1957 et encore plus précisément avec la mise en orbite du premier Spoutnik par l'Union soviétique. Mais à l'époque, l'Union soviétique n'a pas du tout la capacité réelle de délivrer des missiles ICBM. En fait, c'est les Américains qui vont les devancer à partir du début des années 60. Et tout ça pour dire que voilà, il y a eu cette anticipation chez cet auteur Edgar P. Jacobs, que je trouve vraiment extrêmement intéressant. Et également, alors pour revenir à un autre auteur de bande dessinée, là je pense en particulier à Jacques Martin et les aventures de Guy Lefranc. Il a publié en 1982 un ouvrage qui s'appelle L'arme absolue, justement. Et là, c'est pas une arme nucléaire à laquelle il fait référence, mais c'est un laser surpuissant qui, d'un point de la Terre de l'autre côté du globe, peut en fait faire des destructions de l'autre côté du globe. Enfin, c'est un laser qui pénètre le noyau terrestre. Voilà. Donc voilà, ça pour dire que ces auteurs. Mais en même temps, si je confronte et à travers les recherches que j'ai pu faire ces deux auteurs, pour Edgar P. Jacobs, l'arme nucléaire est un mal nécessaire. Pour lui, c'est indispensable. Alors que pour Jacques Martin, lui, très clairement, on voit qu'il est contre cette arme. Donc c'est intéressant à travers donc cette littérature de la bande dessinée aussi de voir comment, et en particulier dans des époques, en les replaçant dans leur contexte historique, encore une fois. J'ai parlé donc de 1946-1949, on est au début de la guerre froide, et les vecteurs de l'arme nucléaire ne sont pas diversifiés à l'époque. 1982, quand Jacques Martin publie L'arme absolue, on est en pleine crise des euromissiles. Voilà, faut replacer ça dans son contexte historique, avec en fait des points de vue différents de ces deux auteurs par rapport à l'intérêt de disposer ou non de l'arme nucléaire. Alors, on parle de dissuasion et on est sous un intitulé qui est celui de l'harmonie. Dans cet intitulé de table ronde, on parle de maintenir la paix, mais on voit tout de même que si l'effet de dissuasion, on peut y croire et se maintenir dans la rationalité, la paix, par contre, elle est beaucoup plus discutable au regard de l'état des conflits qui existent aujourd'hui, et que donc les armes sont quand même conçues pour servir à un moment ou à un autre. On peut toujours dire une arme a un effet dissuasif. Un LBD ne sert qu'à se défendre. Il se trouve que voilà, ça fait autre chose. Donc il y a quand même un moment, ce maintien de la paix, il a l'air quand même d'être sérieusement. On peut quand même en douter. Voilà. Je ne sais pas si c'est une question. L'arme absolue, c'était censé casser ça. C'était casser justement cette logique de glaver le bouclier, parce que finalement, l'arme absolue, le bouclier, il est définitivement brisé en fait dans cette logique-là. Mais à la rigueur, c'est plus une question de de droit et de période. Justement, vous parliez de période. C'est au moment, et c'est là où on peut se poser la question de la dissuasion, de la notion même de dissuasion. Pas à un temps T, mais dans la longueur dans les longueurs historiques. En fait, c'est au moment, en fait, il y a des périodes de paix, et c'est dans ces périodes de paix qu'on signe les traités et qu'on les respecte, qu'on désarme, qu'on essaye de remiser les arsenaux nucléaires au grenier et de les démanteler, etc. Et quand on rentre dans des périodes historiques troublées comme aujourd'hui, c'est là qu'on a en fait que les traités ne sont pas respectés, qu'on se réarme et qu'on franchit des lignes.
en fait. Donc en réalité, c'est plus en fait, c'est à quelle période on est dans l'histoire de l'utilisation des armes. Et en fait, c'est ça qui détermine l'utilisation des armes plus que l'inverse, pour moi. Oui. Sachant qu'après des crises, effectivement, on peut avoir des périodes justement où la tension baisse complètement, et en général c'est ce qui se passe, et en particulier, prenons le cas de la crise de Cuba de 1962, on a tiré les leçons de cette crise, c'est effectivement, vous parliez de désarmement, l'Union soviétique et les États-Unis se sont mis d'accord à partir du milieu des années 1960, précisément pour s'engager sur la voie de ce qu'on appelle la maîtrise des armements. On ne parle pas encore vraiment du désarmement, mais sur la maîtrise des armements, c'est-à-dire éviter que les arsenaux augmentent, puis ensuite il y aura des traités de désarmement après, et puis également agir pour éviter la prolifération de l'arme nucléaire. Et c'est précisément à travers ces négociations entre Union soviétique et États-Unis que cela va aboutir à ce qu'on appelle le traité de non-prolifération des armes nucléaires de 1968. Donc, voilà. On voit que, en revenant à la fiction et au réel à la fois, il y a aussi quelque chose, j'ai l'impression, d'éminemment je sais pas si je peux dire ludique, mais on a l'impression que dans la conception même de ces armes, alors peut-être plus dans la fiction, il y a un certain jeu aussi à imaginer ces armes, imaginer des armes qui vont marquer l'imaginaire, parce que justement, si on veut appliquer cette dissuasion, il faut aussi marquer l'imaginaire. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il reste encore à imaginer, à faire avec ces armes absolues? Alors peut-être plus en termes de fiction, je ne sais pas, quoique dans le réel on peut penser, on parlait de l'intelligence artificielle, je ne sais pas si c'est une arme absolue de demain, ou s'il y a des armes plus simples comme des fake news, dont on peut voir aussi des effets terribles. Est-ce qu'il reste des choses à imaginer encore ? Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'imagination des écrivains de science-fiction, ça c'est sûr. En fait, il y a tellement de définitions possibles à l'arme absolue. Ça peut être rien que entre humains, ça peut être en space opéra, on se fait attaquer par une espèce qu'on n'imagine pas au premier abord, qui a une sorte d'arme que nous on peut pas contrôler. Quand je dis ça, comme exemple qui me vient tout de suite en tête, j'ai Aurora Squad de J. Christophe et Amy Kaufman, où c'est une espèce de plante en fait qui vient s'introduire dans les systèmes humains, qui contrôle de plus en plus la population humaine de l'intérieur. Et ça, c'est une arme absolue parce que on ne peut pas la contrer, on n'a pas les remèdes, on ne sait pas comment elle fonctionne. Et il y a même des armes absolues plus douces. Je pense notamment à les âmes vagabondes, où pareil, une espèce extraterrestre envahit les êtres humains en se connectant au système nerveux, et qui en plus est une bonne espèce extraterrestre puisqu'elle fait le bien autour d'elle, elle règle nos problèmes et tout. Et donc c'est presque une arme absolue positive puisqu'il y a plus de guerre, plus de famine, tout le monde va beaucoup mieux quand c'est pas les humains qui contrôlent leur propre corps. Et donc je pense qu'au contraire, il y a encore tout à imaginer, et parfois certains concepts peuvent être réinventés encore et encore en fonction de la perspective dans laquelle on prend. Si on est de ceux qui sont attaqués, ceux qui attaquent, si on force égale, si on subit une arme et qu'après on la maîtrise. Donc il y a plein de façons d'encore d'exploiter les armes absolues, puisqu'il y a une définition multiple de ce qu'est une arme absolue. Vous auriez pu nous dire un petit mot d'Aumale, peut-être, Laurent, dans justement cette idée d'empêcher, finalement, on peut aussi empêcher l'usage même d'une arme par une structure qui est celle de cette sphère. Oui, alors Aumale, c'est une sphère de Dyson, pour ceux qui savent ce que c'est. En gros, c'est une coquille autour d'une étoile. Et l'intérieur est atmosphérisé et peuplé de plein d'espèces, dont l'humanité. Et donc le cycle d'Aumale explore l'histoire de cette humanité. Alors il y a beaucoup de milliards. Hein. Là pour le coup, on est dans du space opéra avec un big dumb object, une énorme structure un peu stupide qui est cette sphère de Dyson. Et donc ceux qui sont à l'intérieur, on est donc sur un monde plat. Hein, qui a l'air plat parce qu'il est tellement gigantesque que l'horizon est plat. Enfin, en tout cas, pour voir une courbure, il faut des instruments de mesure. Mais l'humanité se retrouve confrontée à des espèces extraterrestres et elle va négocier son territoire avec tous les cas de figure imaginables, hein, c'est-à-dire du conflit, des échanges pacifiques, de l'ignorance, etc. Ou juste de l'indifférence d'ailleurs. Mais aux bordures, ça peut chauffer, quoi. Entre les différents territoires. Et par contre, le fait que ce soit plat,
ça évite certains, et que ce soit une coquille, évite certains débordements de type atomique, par exemple. C'est-à-dire qu'on sait que si on casse cette coquille, tout est aspiré de l'autre côté, ce sera bon vraiment pour personne. Donc ça limite, au moins ça c'est connu, et ça limite ça limite les conflits, ça les limite dans le cadre de conflits de type traditionnel, et dans un des romans, les humains combattent une autre espèce qui lui est comme c'est une espèce qui est assez proche de l'humanité dans sa façon de fonctionner, c'est idéal pour se fiche dessus, quoi. Et donc ça va être il va y avoir pendant quelques siècles une espèce de guerre de 14 puissance X. Voilà. Pas totalement la paix. Non, pas totalement la paix, mais en fait c'est encore une fois en fait par exemple le fait en fait l'arme absolue se décline dans la guerre et dans la paix. C'est ça et le principe de la dissuasion, c'est ça, elle se décline dans la paix. Est-ce qu'elle la garantit? Non. Mais le but, c'est pas de garantir forcément la paix, c'est de garantir qu'il y ait un niveau de conflictualité qui n'aille pas jusqu'à l'extermination. Je pense que je sais que vous êtes nombreux et qu'il y a forcément des questions pour nos trois invités. Donc je propose qu'on commence maintenant parce qu'il va y en avoir pas mal, je suis sûre. Et oui. Il y a des micros qui vont passer. J'en ai pas ici. Non, je vais en donner un. Je vois pas des micros. Bonjour. Ah, ouais. Je crois que ça marche, oui. Je suis là. Je trouve que la dissuasion, c'est un concept qui est super faillible. Et donc j'aurais une question là-dessus. C'est est-ce que vous pensez que si tous les pays du monde ont l'arme nucléaire, est-ce que ça irait dans le sens de la paix? Merci. Alors jusque-là, encore une fois, cette notion ne s'est pas révélée faillible. Au contraire, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure. Là, j'ai cherché à vous le montrer, c'est que ça a réussi. Encore une fois, pendant toute la guerre froide, c'est bien parce que l'Occident disposait de la dissuasion nucléaire qu'il n'y a pas eu de conflit majeur au niveau mondial. Et de mon point de vue, c'est toujours la réalité aujourd'hui dans un contexte post-guerre froide. On l'a vu effectivement où il y a bien sûr de nombreux conflits, mais qui sont des conflits qui restent conventionnels. Ça, c'est un point important. Maintenant, la question de savoir s'il faudrait disséminer complètement l'arme nucléaire partout dans le monde, est-ce que ça serait un gage supplémentaire de paix? Je ne le pense pas. Parce que tout à l'heure, on parlait de rationalité. Justement, aujourd'hui, les 5 États dotés de l'arme nucléaire au titre du TNP, donc du traité de non-prolifération, ce sont les 5 États membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc c'est quand même un gage précisément de rationalité. Maintenant, il y a eu quelques autres États qui ont proliféré. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 9 puissances nucléaires qui existent, donc c'est-à-dire les 5 États dotés officiellement au titre du TNP, plus 4 autres États. Maintenant, si il y avait donc une telle prolifération, ça risquerait plutôt d'être on entrerait dans une ère d'instabilité, avec le risque précisément de vouloir, par certains États, utiliser l'arme. Oui, il y a des questions beaucoup devant. Si ou juste pour raccorder avec la science-fiction, il y avait justement sur cette notion un peu d'ivresse de la puissance. Il y a une ivresse de la puissance aussi. Est-ce que et peut-être est-ce le cas si tous les pays se voient dotés dans une expérience de pensée, si tous les pays se voyaient dotés, la notion même de destruction mutuelle, c'est une notion qui devient peut-être un peu caduque parce que on n'est plus dans des blocs à ce moment-là et on est chacun devant ayant l'arme nucléaire. Et ça me rappelle une scène dans un film qui s'appelait c'était Rollerball. Le premier, celui des années 70, avec James Caan, où après, et en fait finalement, donc qui est l'histoire d'une sorte d'utopie où les conflits se résolvent à travers un sport qui s'appelle le rollerball, mais les scènes les plus intéressantes sont entre les matchs,
où on voit en fait la vie quotidienne finalement, la vie des gens. Et à un moment, il y a des personnes qui vont après manger, qui vont aller, ils ont des sortes de pistolets nucléaires, des pistolets très très puissants, et ils vont s'amuser à abattre des arbres comme ça. C'est-à-dire, dans les mains d'un seul individu gît une énorme puissance et qu'on peut utiliser en fait si c'est pas encadré. Voilà, juste pour raccorder. Juste pour rebondir, ce qu'on parle effectivement de ce qu'on appelle la doctrine, même si c'est pas vraiment une doctrine de destruction mutuelle assurée. Ça, c'était uniquement entre l'Union soviétique et les États-Unis. Prenez le cas français. Évidemment, on n'a jamais adhéré à cette telle perspective, et en particulier à l'origine, la doctrine nucléaire française, c'est la dissuasion du faible au fort. Général Gallois qui avait développé cette théorie. Bon, aujourd'hui, ça a évolué. Aujourd'hui, il faut, dans la doctrine nucléaire française, il faut être en mesure de pouvoir... les intérêts vitaux. Non, mais ça, les intérêts vitaux, ça a toujours été ça, c'est-à-dire protéger nos intérêts vitaux, ça a toujours été le socle de notre dissuasion. Non, aujourd'hui, dans la doctrine nucléaire française, il faut être en mesure de pouvoir délivrer des dommages inacceptables à une puissance qui nous agresserait. Donc voilà, c'est ça qui est fondamental, et en particulier en visant ces centres de pouvoir. Donc, bonjour. Ici. J'ai eu en partie ma réponse à la question que je voulais poser, mais je voulais savoir, est-ce qu'un monde sans armes, et pas forcément qu'une arme absolue, mais vraiment toutes les armes, est-ce que ça relève vraiment d'une utopie vraiment totale ? Et est-ce que c'est un sujet qui a déjà été évoqué dans le réel, ou alors est-ce que ça a été évoqué dans plusieurs œuvres de fiction ? Merci. Dans la fiction, oui, bien sûr. Il y a le Gandhar de Jean-Pierre Andrevon, qui est une utopie écologique dans un très lointain futur, où il n'y a pas d'armes, a priori, ou des armes individuelles qui ne sont très très peu utilisées. Enfin, on a une utopie très désarmée en tout cas. Donc oui, on en trouve tout à fait dans la SF. Voilà, et dans la réalité, il y a effectivement eu des mesures qui ont été prises pour aller dans ce sens-là. Genre, dans le domaine du nucléaire, la première mesure qui a été prise, c'est en 1946, avec ce qu'on a appelé le plan Baruch, un plan américain qui visait en fait à désinventer l'arme nucléaire. Alors ça, il faut la remettre un peu dans le contexte. Donc c'est dans le contexte d'une commission de l'Organisation des Nations Unies qui avait été créée en janvier 1946 et qui s'intéressait précisément aux conséquences de l'apparition de l'énergie atomique. Et l'idée, c'était dans cette commission, la priorité, c'était de s'intéresser aux applications civiles de l'énergie atomique. Et tout ça a été repris donc dans le cadre d'un plan américain, donc le plan Baruch, du nom de Bernard Baruch, un proche du président Truman, qui visait à mettre en place une autorité internationale, une instance suprême sur le plan international qui interdirait la possession, la fabrication, la possession d'armes nucléaires. Et de toute arme de destruction massive d'ailleurs, parce que le terme d'arme de destruction massive date de cette époque. Et simplement, ce qui s'est passé dans les réalités, c'est que l'Union soviétique, dès décembre 1946, a rejeté le plan Baruch en disant ce plan, on n'en veut pas. Pourquoi ? Parce que l'Union soviétique était en train de fabriquer sa propre arme nucléaire, ils vont faire exploser leur premier engin nucléaire en 1949. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les soviétiques avaient pénétré considérablement le programme Manhattan, le programme américain pendant toute la Seconde Guerre mondiale, et que donc ils ne voulaient absolument pas que cette arme surpuissante disparaisse. Alors juste pour terminer, et en même temps, tout à l'heure je vous parlais de la question du désarmement, de traité de non-prolifération. Dans le traité de non-prolifération précisément, il y a ce qu'on appelle l'article 6 qui prévoit le désarmement généralisé sur la planète, c'est prévu, donc que ce soit du conventionnel ou du nucléaire, et donc ça c'est prévu dans les traités. Maintenant, la question c'est quid de la bonne volonté des États. Les traités, il y en a beaucoup. Oui, il y a des questions par là, mais je ne sais pas où sont les micros. Oui, là, ça arrive. Bonjour, merci d'être présent aux Utopiales. Alors ma question, la super arme absolue, n'est-ce pas la torpille nucléaire à propulsion donc nucléaire et à charge hautement énergétique, la fameuse torpille russe
qui s'appelle Poséidon et qui, à elle seule, pourrait contaminer, en explosant dans un port américain comme à New York, elle pourrait contaminer tout le territoire américain, la fameuse donc torpille nucléaire russe Poséidon. Est-ce que c'est pas l'arme absolue? Merci. Écoutez, moi je n'ai pas connaissance précisément de la capacité de cette arme, donc je ne peux pas vraiment vous répondre. Ce que je vois aujourd'hui, là vous parlez d'un type d'arme. En général, les torpilles sont plutôt des armes de type tactique, donc limitées à un territoire. Et là, vous parlez du continent américain, ça me semble disproportionné. Mais encore une fois, je ne connais pas plus précisément. Et encore une fois, ce qu'il faut voir aussi, c'est que du côté russe, il y a beaucoup d'annonces. Ça ne veut pas dire que la réalité soit conforme à ces annonces. Bon. Et par ailleurs, encore une fois, vous parlez uniquement d'un type d'arme. Ce qu'il faut savoir, c'est tout l'intérêt de la dissuasion aujourd'hui pour les États démocratiques, donc qui cherchent à se défendre, c'est de diversifier les différentes composantes. C'est-à-dire, on n'a pas qu'une composante sous-marine, on a aussi une composante aéroportée. Et l'intérêt, c'est ça, c'est de pouvoir diversifier les réponses que l'on pourrait apporter à une puissance qui nous attaquerait. Il y a d'autres questions. Oui. Oui. Bonjour, on a beaucoup parlé d'armes nucléaires et heureusement la SF elle a beaucoup plus d'imagination. L'arme absolue, ça peut aussi être le système d'information. Il y a deux exemples qui parlent à peu près de la même chose, c'est Invasion Los Angeles et Matrix, où dans un cas, le héros, en mettant des lunettes de soleil, il voit la réalité, il voit les messages subliminaux qui sont donnés tout le temps à tout le monde. Et dans la matrice, le système d'information, il a conditionné les êtres humains à vivre dans une réalité virtuelle à son service. Puis il y a aussi une autre forme d'arme absolue qui est assez marrante dans la SF, c'est la bestiole ou le robot qu'on n'arrive pas à détruire. C'est Terminator, on passe des films entiers à essayer de le casser. Ou c'est Alien, où arrivé dans le dans le dernier épisode du cycle, on se rend compte que la première bestiole qui a été soi-disant détruite dans le premier, on a réussi à la récupérer pour en refaire d'autres, quoi. Et ça, c'est une forme d'arme absolue, c'est comment on fait pour détruire ce truc. Je ne sais pas si c'est une question. Non, je pense pas. C'est d'autres éléments qui nourrissent. C'est intéressant, je trouve, dans le sens où votre intervention met en scène un truc qu'on n'a pas abordé, c'est la notion de volonté. C'est une guerre, c'est un conflit de volonté. Et finalement, la guerre de l'information, c'est quelque chose de très ancien, et la Russie le pratique depuis un bon, elle a une vraie doctrine pour le coup, nous on est très en retard par rapport à ça, mais c'est voilà la meilleure guerre pour gagner une guerre, faut pas combattre, faut avoir sapé la volonté d'autrui. Or justement, les armes surpuissantes, l'arme atomique, elle est faite pour démoraliser l'ennemi. Elle est faite justement pour infliger des dégâts tels que ça va démoraliser et ça va mettre un terme à la guerre, parce que l'adversaire accepte de mettre fin à la guerre, tout simplement. Mais ça, mettre fin à la guerre, justement, il y a d'autres moyens, et notamment la guerre informationnelle. C'est un moyen, en fait, en réalité, de ne pas livrer bataille. En réalité. Margot voulait. Ouais. Et puis là, on parle de démoraliser l'ennemi, mais aussi la guerre informationnelle, c'est la propagande. C'est comment nous-mêmes, au sein de nos propres patries, nos propres troupes, on mène les gens à penser de certaines manières, et pour mener une guerre plus tard, pour en tout cas soutenir le pays. Et la propagande est une arme absolue comme une autre, mais juste elle se fait avec des films, des chansons, des discours, et tout ça, ça peut être aussi considéré comme une arme absolue. Sur la guerre informationnelle, comme vous le dites, effectivement, le principe fondamental, c'est la détermination. Maintenant, dire qu'on est comme vous l'avez rappelé, c'est pas nouveau du côté des régimes autoritaires type Russie, c'est qu'il la pratique depuis très longtemps. A fortiori, quand à la tête de cet État, c'est un ancien des services secrets qui a pratiqué ça toute sa vie. Donc, évidemment, c'est ça qu'il met en œuvre. Dire qu'on est en retard, maintenant, il faut relativiser. Et là, je prends un exemple. En 1986-1988, on a eu un ministre de la Défense qui s'appelait André Giraud, qui a voulu mettre en œuvre ce qu'il appelait la guerre médiatique.
en 1986-1988, donc on était un peu à la fin de la guerre froide. Et simplement, donc, il a cherché à mettre ça en œuvre. Et à l'époque, ça n'a pas vraiment pu se faire parce que la société française n'était pas encore prête. Mais vous voyez, si ça avait été mis en œuvre à cette époque-là, on aurait avancé très vite. Maintenant, depuis, les choses ont bien avancé du côté français, avec la mise en œuvre précisément de mesures pour réagir face aux intrusions, en particulier de la Russie, en particulier lors des campagnes électorales françaises. Donc ça, c'est bien acté et bien mis en œuvre. Et d'ailleurs, je vous encourage à regarder, il y a un documentaire qui est sorti récemment d'un journaliste français qui s'appelle Vitkin, j'ai oublié son prénom, autour de Donald Trump, et il y a une énorme partie sur... Exactement, qui est tout à fait remarquable et qui vous pouvez revoir en replay, je crois que c'était sur France 5, je crois, qui est remarquable. Sur les fake news, notamment. J'ai une question pour Margot. Enfin, c'est une question, une demande de réflexion à partir d'un des stratégies de mise en œuvre d'une arme absolue. Vous avez parlé de transhumanisme et j'ai tout de suite pensé à une œuvre de science-fiction très connue qui est Moonraker de James Bond, qui parle de reset, qui est repris récemment beaucoup dans les thèses complotistes. Et je pense aussi aux Derniers Hommes de Bordage avec les Éolies, mais un peu Silo aussi de Hugh Howley. Vous avez parlé de transhumanisme, et est-ce que vous pouvez aller plus loin dans cette espèce d'arme absolue, s'il vous plaît? Est-ce que ça concerne le reset, d'effacer une certaine partie de la population, voire toute la population, pour mettre d'autres gens à la place? Alors, comment je l'ai mis en place dans mes romans, c'est que on a inventé une première arme qui était plus technologique, et on s'est rendu compte que les conséquences de cette arme créaient des mutations, créaient des changements dans l'être humain. Et on a d'une partie de la population qui est toujours très intéressée, soit à l'idée d'utiliser ces gens comme des armes, soit de dire que ces gens vont être la prochaine étape de l'humanité, qu'ils sont des êtres absolus, qu'ils sont supérieurs, et que par essence, du coup, ils devraient gouverner. Et en fait, ce qui est assez intéressant dans la plupart des littératures, en tout cas, je suis plutôt spécialisée young adulte que adulte, donc c'est vrai que je connais pas forcément toutes les œuvres que vous avez citées, pour être parfaitement honnête, c'est que quand on parle de mutation, il y a certains romans qui choisissent de dire que ça va être des boucs émissaires, que ça va être des gens qu'on va mettre à l'écart, que ça va être des gens qu'on va traquer, et d'autres qui vont les placer au contraire comme la figure de l'humanité supérieure. Donc ça va dépendre à chaque fois de quelle tranche de population c'est, si c'est très majoritaire ou au contraire minoritaire. Un autre exemple où au contraire c'est majoritaire mais ils en font quand même une arme et quelque chose de dangereux, c'est la série de romans qui s'appelle alors en anglais c'est The Darkest Mind, mais j'ai plus du tout le titre en français. Je crois qu'en français c'est le même, il me semble. Peut-être qu'ils l'ont gardé en français aussi, où un beau jour tous les enfants entre 10 et 15 ans et même plus petits se mettent à mourir par millions, et ceux qui survivent commencent à développer des dons et donc à développer des pouvoirs et de télékinésie, de pyro, voilà, il y a plein de choses, et ils sont d'abord considérés comme des monstres, alors que pourtant c'est les seuls enfants qui restent sur Terre et que tous les enfants à venir vont soit mourir, soit devenir comme eux. Et ça pose toute la question de est-ce qu'on doit les accepter comme étant le futur de l'humanité, ou est-ce qu'on doit s'éteindre pour refuser que ce soit ça le futur de l'humanité? Et il n'y a pas de réponse, ça dépend des romans. Donc non, c'est vrai que c'est un sujet très intéressant, et en fait ça dépend à chaque fois de dire est-ce qu'on veut que ce soit la norme ou pas. Oui, alors on va prendre une dernière question, il nous reste à peine 2 minutes et on devra se quitter. Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport au fait qu'on a beaucoup parlé d'armes qui vont détruire, qui vont tuer, etc. Et Margot avait commencé à entamer une discussion que je trouve intéressante sur des armes moins qui font pas pampan, mais qui font quand même du mal entre guillemets, qui les âmes vagabondes, Attack on Titan, ce genre de choses. Est-ce qu'au final, la vraie arme ultime, c'est celle qu'on utilise vraiment, comme je pense à une série de jeux vidéo Mass Effect, où il y a une population d'extraterrestres hyper belliqueuse qu'on va empêcher de se reproduire,
Et au final, ça, c'est un peu une arme ultime parce que cette population est condamnée et c'est pas une épée de Damoclès qu'ils ont au-dessus de la tête qui a vraiment été utilisée maintenant. Il y a plein de... En fait, je vois deux catégories. Il y a vraiment l'arme, on va dire, l'étoile noire qui va faire exploser un monde et voilà, c'est la fin. Et il y a ces armes un peu plus insidieuses de... comme dans les comics, les gens qui vont prendre le contrôle mental des gens, etc. Donc, voir qu'est-ce qui, au final, est la vraie arme ultime, on va dire. Dans les âmes vagabondes, justement, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il est trop tard, très vite pour l'humanité. Et en fait, ils sont vite submergés parce qu'au départ, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont envahis. Et c'est là toute la subtilité de cette arme, c'est que ils mettent, en fait, au moment où ils se rendent compte, c'est déjà trop tard. 80% de l'humanité a déjà été envahie, et c'est ça qui en fait une arme absolue, justement. C'est qu'elle est indétectable au premier abord. Un scénario enthousiasmant de Voilà, notre disparition est peut-être une arme. Peut-être que c'est l'homme, quelle espèce. Pour la biosphère, ouais. Oui, voilà. L'homme est une bonne arme, enfin bonne entre guillemets, est une arme terrible en tout cas. On peut le constater. On doit finir, mais il y a encore plein d'autres rencontres très intéressantes à venir. Donc merci à toutes et à tous. Merci.